Hello à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le jeudi 20 mars 2025, vous écoutez votre podcast favori, le Café de l'e-commerce, c'est la saison 6, épisode 227 et cet épisode est enregistré depuis le Venetian Hotel, Las Vegas, Nevada, États-Unis. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Bonjour à tous, le Café de l'e-commerce c'est votre podcast favori que vous écoutez en train de vous refaire la trilogie Very Bad Trip. Au sommaire de cette émission, retour sur l'Adobe Summit 2025 auquel nous avons eu la chance d'assister. Laetitia, Adrien, prêt, synchronisation des montres. Alors Laetitia, tu viens de le dire, on est à Vegas, on est à l'Adobe Summit 2025. C'est quoi cet événement ? Eh bien cet événement, c'est la grand-messe de l'éditeur Adobe. C'est vraiment l'événement où on va rencontrer tout l'écosystème d'Adobe et surtout, c'est le moment où il y aura toutes les annonces, les innovations, les nouvelles fonctionnalités et les nouveaux produits d'Adobe. Ça s'adresse à qui cet événement ? Cet événement s'adresse à l'ensemble de l'écosystème Adobe. Alors bien évidemment, il y a des gens qui travaillent chez Adobe et pas n'importe qui. On a quand même le chairman, le CEO, tous les VP qui sont là et puis des gens qui viennent du monde entier de chez Adobe. Il y a tout l'écosystème, donc les partenaires, il y a les agences aussi. Et puis il y a les analystes, il y a les curieux, il y a ceux qui utilisent à titre personnel Adobe. Alors pour venir, il faut quand même soit être invité, soit payer son entrée. Mais surtout, il n'y a que des fans, j'ai l'impression, d'Adobe. Et on peut dire que c'est le plus gros événement organisé par Adobe de l'année. C'est vraiment moi, la j'ai grande la messe. sensation, quand on va donner les chiffres tout à l'heure, effectivement, on se rend compte que c'est l'un des événements majeurs de la firme au logo rouge. Alors, c'est sur combien de temps ? C'est pas sur une semaine, c'est sur quelques jours, c'est ça ? Non, c'est sur à peu près 3 jours. Alors justement, c'est un gros événement. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager ? Alors, les chiffres, j'ai été chercher les chiffres de l'année dernière. Les chiffres de cette année ne sont pas encore totalement sortis. Il y avait en 2024 plus de 11 000 participants en personne, parce que tout est aussi retransmis en streaming. Des gens qui venaient de plus de 70 pays, je vous le disais, vraiment, c'est la grande réunion de tous les Adobiens et de tous ceux qui utilisent les suites Adobe. Et de manière virtuelle, ce sont 30 000 inscrits qui assistent au replay, et ceux-là, ils viennent de plus de 140 pays. L'année dernière, il y avait plus de 8 600 connexions via des applications mobiles pour les participants. Et cette année, tu me demandes encore des chiffres, Adrien, il y avait 332 sessions, c'est beaucoup, sur 2 jours, 3 jours à peu près. Ouais, en fait, comme il y a plein de choses qui sont faites à côté, on va dire il y a 2 gros jours et puis avant il y a les partenaires, des machins, des trucs, donc ça dure 4 jours, je crois, au total. Oui, c'est vrai, ouais, ça dépend à quel programme on appartient. C'est pour les clients, etc. Il y a plein de trucs. Et les sessions, alors ça parle de quoi ? On parle que d'Adobe ou d'autres choses ? Ça ne parle pas que d'Adobe, puisqu'il y a aussi tout l'écosystème, mais c'est centré sur les produits Adobe. Les produits phares d'Adobe, et bien sûr l'analytique, sur le B2B, sur le marketing, sur le commerce. Et oui, c'est la chose qu'on va pouvoir explorer davantage dans le podcast. Le contenu. Alors là, vraiment, on ne peut pas parler d'Adobe sans parler de contenu. Le contenu appliqué à différentes industries. Le customer, mais comment est-ce qu'on gère le customer et le data management, le customer journey. Et puis, il y a un mot qui a été désigné mot d'ordre de cet événement, GenAI. Il y a beaucoup d'IA, on pourra peut-être renommer la société Adobe, tellement il y en a, on va voir si ce qui nous concerne. Et puis comme tu l'as dit, on va parler de commerce, mais finalement, avant qu'on commence, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y avait un peu de commerce partout, finalement, tout est commerce ou tout est expérience client, non ? Tout est expérience client et tout est commerce. Il n'y avait rien de pas pertinent, quoi. Quand on écoutait, on se disait c'est hors sujet, ça nous intéresse pas. Ça, c'était plutôt cool. Mais du coup, FOMO de ouf, non, sur 330 sessions. Ah ouais. On en reparlera en conclusion, mais oui, FOMO de ouf. On peut pas assister à toutes les sessions, qu'elles soient en ligne ou qu'on veuille le faire en physique. Il faut vraiment faire un choix. Et moi, je sais pas, Adrien, mais toutes les sessions étaient quand même de qualité. Hein. Je suis d'accord avec toi. Plein de sessions, il y a du FOMO. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va rater et de louper les annonces. Heureusement qu'il y a des grosses keynotes qui reprennent un petit peu les annonces phares. Et parmi ce flot d'annonces, de nouvelles fonctionnalités et de produits, il y a des solutions qui marquent vraiment l'entrée d'Adobe dans cette nouvelle ère, cette ère de l'orchestration intelligente et automatisée des expériences digitales. Alors là, on se rend bien compte vraiment qu'Adobe a fait un passage, et j'aime bien dire un passage tout en douceur, avec cet effet d'annonce sur les innovations majeures qui sont principalement centrées sur l'IA, l'intelligence artificielle, mais
au service de l'expérience client. Et parmi les nouveautés importante, majeure, eh bien, il y a l'ajout d'Adobe Experience Platform, qu'on a appelé AEP, qui est une plateforme globale d'orchestration des parcours clients de AEP Agent Orchestrator, avec également la présentation pendant ces 3 jours d'agents IA spécialisés. Et là, on va revenir un peu sur le contenu et sur les performances marketing avec Gen Studio. Et enfin, le contenu, l'analytique ou encore Brain Concierge. On en parlera tout à l'heure. Adrien, toi, il y a vraiment une annonce et tu la portes haut et fort. Et je pense que tu pourrais aller on stage et défendre cette solution. C'est Adobe Optimizer. Parle-nous-en. Alors, on l'a découvert ensemble. On était au courant de rien quand on a débarqué ici. Et puis, j'étais toujours curieux de savoir est-ce que je vais être déçu ou pas. Parce que venir ici, se déplacer, etc. J'espérais avoir des grosses annonces. Adobe Optimizer, c'est quoi? C'est une surcouche de ton site internet. Donc, c'est comme si c'était un site web que les clients vont pouvoir consulter et que tu vas pouvoir intégrer sur n'importe quelle plateforme e-commerce. Et l'idée, c'est que tu vas avoir parfois des marques qui ont des sites e-commerce qui sont vieillissants. C'est dur de mettre à jour le front parce que le back-office derrière, il est vieillissant. Tu vas utiliser Adobe Optimizer qui va se mettre par-dessus et tu vas avoir un site qui est très rapide, très optimisé, un moteur de recherche qui fonctionne bien. Donc, c'est pas que du front, enfin, c'est du front, mais avec des informations de ton catalogue, de ton moteur de recherche, etc. Donc, tout est optimisé avec Adobe et au moment du paiement, ça rebascule vers ton site e-commerce. Donc, je trouve que ça sera ton site e-commerce, mais on va dire vers ton legacy ou vers ton existant. Je trouve que c'est une manière très élégante de rajouter du front, de rendre ça moderne tout en gardant l'existant. Alors Adrien, quand tu racontes ça, moi le premier mot qui pop, et c'est exactement ce à quoi j'ai pensé quand ça a été présenté lors de la keynote, c'est que Adobe, ça y est, ils ont vraiment pas un pied ni 2 pieds dans l'ère du composable et du headless, ils y sont à 100%. Ils sont complètement dedans et donc toute cette solution Adobe Commerce Optimizer, c'est du headless, c'est 100% en SaaS. Ça s'intègre avec n'importe quelle solution. Il y a plein de composants, tu vas pouvoir le personnaliser, bien entendu, c'est pas un copier-coller. Et ils insistaient aussi beaucoup sur quelque chose, c'est le Google Lighthouse Score. C'est un score d'audit, on va dire, de Google et qui va avoir un impact également sur les résultats de recherche et sur ta visibilité. Bon, tu as complètement raison, c'est du composable, c'est quelque chose qui est moderne. Je pense que le truc qui m'a bien plu dans Adobe Optimizer, c'est le fait que ça soit rapide à mettre en place et que ça s'ouvre à n'importe quelle solution. Et donc, on peut très bien imaginer d'avoir du custom ou des solutions du marché qui peuvent commencer à optimiser ça. Et ensuite, si jamais tu souhaites, parce qu'il faut pas se mentir, si Adobe Optimizer fait ça, c'est parce qu'à terme, tu peux changer ton back-end ensuite et c'est beaucoup plus facile parce que tu auras déjà commencé à avoir du Adobe. Mais en tout cas, ce qui me plaît, c'est que c'est une manière hyper rapide de rendre moderne ton front. Et finalement, c'est se mettre du point de vue du client. Alors, je sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, Laetitia, mais toi, tu étais de l'autre côté, donc tu défendais cette idée, je pense. On te disait, il faut vendre sur le site, il faut commencer à vendre. Et toi, tu disais, non, il faut avoir des fiches produits qui sont propres, il faut avoir de la data propre. Moi, je dis, mais tais-toi, vas-y, commence à vendre et tu itères et tu améliores. Là, c'est exactement je me mets du point de vue du consommateur, je veux un truc clean, propre, et ensuite, ça va peut-être dégénérer du ROI qui te donnera envie de tout rebasculer. T'as bien aimé? T'es aussi enthousiaste que moi sur ce Adobe Optimizer ou pas trop? Moi, je suis très enthousiaste parce que je me dis qu'enfin, il y a une réponse à toutes ces entreprises qui se posent la question 330 000 ans et 330 000 fois pour aller dans du replatforming alors qu'ils n'ont pas les moyens, en interne en termes de ressources. Là, enfin, ils ont une solution qui va, bien évidemment que ça n'évitera pas ces questions, mais en tout cas, elles vont être réglées beaucoup plus vite. Donc voilà, quand je me place du côté de l'acheteur, je me dis, il y a quand même une avancée. Et puis sur le marché, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je connais pas d'autres solutions avec cette même proposition de valeur. Je pense que je me trompe. Peut-être que ça existe, mais je suis d'accord avec toi. Tu vois, on est quand même. Je vais parler de moi. Je suis quand même assez blasé de plein de trucs. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit merde, ils ont vraiment été très malins là-dessus. Ils ont ouvert toutes les portes. Ouais, c'était malin. Et pour un éditeur qui a quand même cette réputation d'être très fermé. Là, les gars, ouvrent tout. On va voir. Moi, je pense que la question, c'est est-ce que c'est l'adoption? Est-ce que ça va être, est-ce que les clients vont pouvoir tester? Le mot test, c'est vraiment important parce que ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est la possibilité de le tester sur un pays ou sur un périmètre, sur un plus petit périmètre, avoir l'effort d'intégration, mais il semble être relativement léger. C'est faible, oui. Ouais, c'est ça, parce que tu as toute la logique métier, etc. Elle reste dans ton back-office, donc ils y touchent pas. Donc, non, vraiment, moi, 10 sur 10. C'est-à-dire que j'étais waouh. Donc, bien joué, franchement, Adobe. Moi, j'ai
j'ai kiffé Optimizer et j'ai hâte de voir. Et encore une fois, attends, je vais redire encore une chose, c'est pas du front au rabais. Ils ont tout mis, leur Edge Delivery, etc. Ils ont tout balancé dedans. Tu as même de la Gen AI dedans pour t'aider à faire des variants, ce genre de choses. Donc non, franchement, beau gosse, bravo. Oui, Adobe. tu dis il y a de la Gen AI, et on en parlera tout à l'heure avec l'annonce sur l'IA agentique qui peut être aussi une couche dans Optimizer. Et pour aller plus loin sur Optimizer, nous avons interviewé Sean McCrann, qui est Head of Product Marketing chez Adobe. And we are here with Sean McCrann from Adobe. Hey, Sean, how are you? Hello, I'm good, thanks. Great to meet you. Hello, Sean. We're very happy having you here during the Adobe Summit. So could you just introduce yourself? Yeah, absolutely. My name's Sean McCrann, and I'm in the product marketing team for Adobe Commerce. I live in Europe. I live in the UK, cover Europe as a region, look after everything commerce in that space. But I'm also deeply embedded in our storefront experiences for commerce, and I'm also leading our messaging and field and communications on Adobe Commerce Optimizer, which is one of our new offerings we're announcing at Summit. We are Le Café de l'e-commerce. We are passionate about commerce, and there's a big news coming, a big announcement. It's around commerce with this new solution Optimizer. Can you just simplify and explain to us what is this new announcement? What is this new solution? Absolutely. So what we were seeing in the field from customers was really the idea that they'd invested heavily in existing solutions and they didn't really want to re-platform. There is no desire to move away from their existing commerce solution, whatever flavor that is, but they all suffered from inability to release new use cases, to drive storefront performance, and just give customers the experiences they think they should have. So what we did was we took a series of our existing solutions and services, our catalog service, our storefront, live search, product recommendations, and we effectively bundled them into a way of creating a merchandising experience with a storefront. So when you boil it down to the smallest two pieces of it, it's a composable catalog with a storefront on top that allows you to put a new commerce experience on any commerce platform. Who is the target for this new solution? So there's a wide target in terms of account size and shapes and size of businesses, but Adobe typically focuses on the medium to larger enterprise customers. So that's the same target market we've had for existing Adobe Commerce and our other new Adobe Commerce solution. Adobe Commerce is a cloud service. So what we typically see is the highest pain points are on those bigger enterprise products where they've been on a platform for 5 to 10 years and they haven't managed to keep up with innovations or digital trends. And that's where they really want new experiences. And we all know those incumbent solutions in the field, but we're also seeing some of the newer digital solutions that are making it harder to create great storefront experiences. Some of the more composable Mac ones that don't necessarily mean you can create a great storefront experience quickly and easily. And that's what Adobe's really good at, is content and experiences. If you look around at Summit, it's all about experiences, experience-driven commerce. And that's really what this is, a lightweight front end with business control. So businesses can create the experiences they want on their commerce platforms that drive conversion and revenue. Sean, you just mentioned two very important terms to me, which are composable and experience. So can you tell us how far Adobe is composable and experience? Absolutely. So experience-driven isn't something we just say across all of our products. And where we spend a lot of time with the field, with customers and with partners. Most of my life last year was interviewing customers on their experiences on their storefront, what works, what doesn't work. If we were going to drive and build new products, what would be the things they would value? And they all come back to experiences matter for their customers. Personalization matters. But personalization is hard because it takes effort and no one's hiring a new headcount or growing their budget. So how do you do things like personalization more easily with the same people you have? And that's where AI services come in a little bit, where they say, I've got the same size team and the same size budget I had last year, but I need to produce more content or personalize more. So our composable strategy was about how initially you can put Adobe solutions in a composable architecture. But with our two new solutions, they're also available in a series of different sizes. So Adobe Commerce Optimizer is available with Edge Delivery as a storefront or completely headless if you have your own one. So we're working with customers who have a React storefront already and they want to use that, and that's fine. And our whole positioning and our SKUs and our pricing reflects that. So you can buy it in different formats.
What was the first feedback from your customers or prospects or partners when you did this announcement? It was initially surprise because it's an interesting opportunity to put one vendor's solution on top of another vendor's solution, which we haven't really seen. You could integrate to Salesforce and to all the others. Well, absolutely. Yeah. And I'd somewhat been avoiding brands, but yes, absolutely. What we're seeing is Salesforce and SAP and some of those other vendors. Digital agility on the front end is hard to achieve sometimes, and it's hard to maintain. So from customers in particular, I remember the first session where I presented this in Munich, and they were surprised, but within the second or third slide where we'd gone through dynamic catalog that we have, merchandising catalog with policies and channels, very interesting way of adapting your catalog model to your business organization, meaning you've got faster agility and multiple experiences on the storefront without having multiple storefronts. They all went, well, that's genius. We love the way you've approached that. That's a really flexible way of us having the storefront at the heart of what we're trying to do and building a catalog that drives that without complexity. Would you say that you are now very disruptive, a kind of creative commerce actor now? I don't think I would go as far as saying disruptive. I think it's an interesting opportunity to drive value for customers. And I think if it disrupts the market somewhat because of its approach and the way it works, that's probably a good thing because we're still driving customer value at the heart. We still come back to the classic commerce metrics of I want to drive revenue, and I typically do that through conversion and traffic. And if that's organic traffic over paid, that's our value proposition. Increase your organic, drop your paid. And we see customers on Edge Delivery really converting away from PPC into organic traffic, which in our experience converts at a higher rate as well. And that's where our long history, and hopefully you've seen across Summit, in personalization tactics really works on a commerce platform. Improve your traffic, improve your speed and performance, and then lean into personalization because you no longer have to make your site faster because it's already running at 100 in terms of Lighthouse scores. Do you think that with this optimizer solution, you will have access to some people that didn't want to talk to you because it will be like a lighter way to be a modern solution, kind of modern front with the data? Yes, absolutely. That's an extremely good point. What we're seeing is this is effectively a new market for us because historically the conversation would be you previously bought another commerce solution 5, 6 to 10 years ago, and nobody has, like I mentioned at the beginning, no one wants to replatform that. But this is not a rip and replace conversation. This is you have a new storefront going live. Sometimes in a new country, you can try it as a proof of concept or as a small touch point, right? Because commerce is a risky business and people don't want to lift and shift to big solutions quickly and easily. So we often say, hey, you can put this on a new country or a new release, and you can test it out and try it and see the results and the experience. But it's very much around not moving away from that platform that you have because you don't want to move away from that and you don't need to. You're no longer exposing that historical platform to your customers. Yeah, I would say you would move, but in a more subtle way. In a gradual, progressive. Exactly. Yeah. So which is more in line with the today problematic. We don't want anymore the 9 months, 12-month project. We want something to... Absolutely. And that's the same story we have with our Edge storefront. People often say changing a storefront is hard. Our narrative, and we have it in the roadmap in a session I'm doing this afternoon with Visual Comfort, the customer. It's a progressive journey to move your storefront from one technology to another. It's less risk, less time, less cost. People don't want to lose their storefront because it's their revenue stream. So when something goes wrong, it's difficult, right? So we say change your homepage, test the results, change your PLPs, your PDPs, and move through to the checkout. And in some cases, we've got customers that don't change the checkout or cart, because you don't need the same performance in a checkout or cart that you do at the front of top of funnel. And nobody's deep linking from Google to your cart, right? It just doesn't, that's not the journey. It's the front of funnel that's valuable in terms of performance. The cart, it's good to have a performant one, but that's not where you spend your efforts. Sean, are you aware that you are killing very softly the replatforming approach in the market? Well, I mean, I think to your point, Adrian, I think some people will replatform, some people will see the value, and other people won't replatform, and that's perfectly fine. Whatever fits their business goals. I think Adobe's view is very much we drive what you're trying to do as a business in terms of the KPIs you're trying to deliver. And I think that's a mix and match of replatform or not replatform. And in some cases, recent customers I've spoken to have multiple commerce solutions.
3 or 4 different solutions through much like Adobe's history, either acquisition or just growth, or different business organizations going off and doing whatever they want without kind of governance. In this case, something like Commerce Optimizer is perfect for providing a unified experience across multiple solutions. Sean, do you use Firefly on your personal purpose or not at all? Do you have a free license or do you pay? Can you share your license with us? I can see what I can do about licenses, yeah. I do use Firefly, and we're all encouraged within Adobe to use our own solutions and our own tools. And all of my family think I work in Photoshop and Firefly anyway, because you work for Adobe, right? You're either a PDF master or you work in Firefly. Yeah. I have used it a lot, and I have 2 boys, 11 and 8, and we've spent many an afternoon making pictures of cats in space with laser guns and other random things. And I've soon learned, don't show them Firefly, because you never get your laptop back. Right? And that's the difficult with generative AI with children. Their imagination goes crazy, and then my afternoon is gone, and then I'm behind on work. And you made those tools to use very simple. So, it's a funny story, but it's also show that a kid can play with Absolutely. it and to use it. That's mind-blowing. Like when you look at 20 years ago, the interface, how you had to use those solutions, and today it's so drag and drop, so easy to use. So yeah, it's a very different world. Yeah, and just like commerce. yeah. You're simplifying commerce, just like you did with the Absolutely. creative. I think it's an interesting theme across most of our Adobe solutions. We're giving control back to business people, so you don't need an IT person, which I used to be a more hardcore IT person as a developer and architect. And at home as well. So I'm glad you are the IT person. So I'm glad I've moved away from that, because if you make everything business tangible, then the IT people have got to do real IT work. Thank you very much, Sean, for the great discussion. Thank you for all the announcement. Good luck for the rest of the summit. And we are Have a very great excited time to be here there. in Vegas. It's been my pleasure. Thanks See you for the soon in conversation. Europe then. Yes, absolutely. Cheers. Bye. Deuxième tendance, Laetitia, c'est GenStudio. Alors pour être honnête avec toi, GenStudio, je connaissais de très loin. J'ai du coup découvert ce que c'était. C'est la solution pour toi. Enfin, moi, je te vois très bien. Je veux une licence GenStudio. Non, mais voilà, c'est ça. Et t'aurais pu limite se dire, non, mais moi, je veux voir que les sessions GenStudio, commerce, Adrien va commerce avec tes geekos là qui puent. Et moi, je vais essayer GenStudio, les belles slides et les gens qui sentent bon. Les gens qui sentent bon. Eh ben, alors, vas-y, c'est quoi ça? Non, déjà, tu parles de belles slides. Il faut le dire. Tout est très beau à l'Adobe Summit. Et quand ils présentent un produit et quand ils présentent Adobe GenStudio, c'est beau, c'est magnifique, et moi je veux tout de suite ma licence. Qu'est-ce que c'est que GenStudio ? Eh bien, c'est une solution archi complète de gestion de la chaîne de logistique de contenu, qui est vraiment conçue pour supporter et pour aider les équipes marketing lorsqu'elles doivent produire, mais surtout diffuser du contenu personnalisé et conforme à l'identité de marque, et ça de manière rapide et efficace. Tu imagines bien que tout ça, ce n'est pas possible sans l'intelligence artificielle. C'est rigolo parce que je crois que je dis ça, c'est pas possible sans l'intelligence artificielle. Je me dis, mais comment on faisait avant ? Avant, on passait simplement plus de temps et on avait beaucoup plus de marge d'erreur. Alors, l'utilisation de l'IA, justement, elle se fait comment ? Via l'intégration d'agents IA, donc d'IA agentique, qui va permettre justement cette automatisation des flux de travail, de production de contenu, de diffusion de contenu. Et tout ça, ça va réduire ce temps qui est précieux et nécessaire pour la création et l'activation des campagnes. Quand on fait du marketing, on n'a pas envie de mettre 10 ans pour produire une campagne, et encore moins de mettre 10 ans pour qu'elle soit active, et encore moins d'attendre 10 ans pour avoir les premiers résultats. Et ça, c'est notamment le travail de l'IA qui va venir assister les équipes marketing dans l'adaptation du contenu pour les différentes plateformes, les différents canaux et la segmentation de clientèle. Alors ça se matérialise comment ce GenStudio ? C'est vraiment une plateforme, c'est différentes solutions qui vont ensemble ? C'est une plateforme, c'est vraiment cette image de la fondation comme dans une maison. Et d'ailleurs, c'est GenStudio Foundation. Ça va permettre une interface qui est centralisée, qui va permettre de regrouper toutes les données, les insights, les solutions Adobe qui sont dédiés pour la gestion de contenu. Là, on parle de ça, mais t'imagines bien que pour une gestion de contenu, on va aller faire du Photoshop, on va aller chercher plein d'autres produits, commerce, Optimizer, Brand Concierge dont on va chercher, ça va se retrouver dans GenStudio. GenStudio, c'est ouvert vers l'extérieur, c'est auto-centré avec les suites Adobe ? Non, c'est très très ouvert. Alors par exemple, il y a des intégrations avec Google, avec LinkedIn, avec Microsoft, parce que ça va permettre aux marques d'activer du contenu, des campagnes personnalisées sur les plateformes dont que je viens de te citer. Et ce qui est bien lors de l'Adobe Summit, c'est que lorsqu'il y a des annonces, ce n'est pas uniquement des effets d'annonce. Adobe vient avec des use cases, donc vient avec déjà des clients qui ont implémenté leur solution. Et donc là, on avait des présentations dans la finance, dans la santé, et on nous montrait les différents workflows qui pouvaient être possibles dans GenStudio.
Pour les marques, les e-commerçants qui nous écoutent, notre audience, il y a eu des choses intéressantes. C'est quoi le lien, la passerelle entre Gen Studio et e-commerce? Le lien, c'est toujours cette complexité des opérations marketing. Comment est-ce qu'on va industrialiser la création, la production et puis la diffusion de contenu afin de garantir une expérience client fluide et personnalisée. Donc oui, Gen Studio, c'est important dans l'e-commerce. Maintenant, l'enjeu clé, c'est de savoir comment est-ce que les marques vont l'adopter, l'exploiter et comment est-ce qu'elles vont mettre en place cette automatisation tout en gardant de la créativité et de l'authenticité. Mais je crois que Gen Studio est vraiment câblé pour ça et notamment grâce à l'intelligence artificielle. Ils ont un client historique, c'est Coca-Cola qui utilise tout. Quand tu regardes les pubs de Coca, tu dis waouh, tu as la bouche ouverte et c'est du Adobe de la tête aux pieds et notamment du Gen Studio. Donc tu vois que c'est vraiment bien, que ça peut faire des choses vraiment pas mal. Je sais pas si tu te souviens quand on couvrait au tout début de l'intelligence artificielle et que Coca faisait ses premières publicités grâce à l'intelligence artificielle ou quoi, mais même, ça c'était il y a pas très longtemps et tu vois ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, mais il y a un monde quoi. C'est les produits Adobe. On a rencontré quelqu'un, c'est François au détour du Summit. Pour le coup c'est un partenaire, ils utilisent des solutions Adobe, on a dégainé les micros, il a répondu à quelques-unes des questions et je te propose de l'écouter tout de suite. Et nous retrouvons François Mouchet qui est ici à Las Vegas. Salut François. Bonjour, ça va bien? Bonjour François. Comment tu vas? Ça va très bien, merci vous. Ça va? Dis-nous tout, tu viens d'où? Moi, je viens de Montréal, au Québec, au Canada, puis je viens de la compagnie MEH à Montréal avec un bureau à Toronto. MEH, c'est Moët & Cie, c'est ça? Non, c'est MEH. Vas-y, explique-nous un petit peu pour c'est quoi. Et... Non, MEH, c'est les initiales de fondateurs. MEH, on est une compagnie qui existe depuis plus de 50 ans, implantée à Montréal et à Toronto, donc 2 bureaux en Amérique du Nord. On est spécialisé dans la production créative, en fait, pour nos clients canadiens principalement, donc Bombardier, BRP, L'Oréal, Banque Nationale. On a un portfolio quand même de clients assez premium. Et ce que vous faites, c'est créer des bannières, des contenus, des assets, c'est ça? Exactement. Pour toute la communication digitale, social, etc. Marketing. Exactement, que ce soit pour les réseaux sociaux, que ce soit pour le print aussi, pour les panneaux d'autoroute ou directement pour le site web, les sites web. Donc vous faites de la création, mais vous faites aussi de l'accompagnement, du conseil? De plus en plus, parce que les clients doivent être accompagnés justement par rapport au choix de certains formats, de certaines créations. On doit aussi maximiser notre présence au niveau des différents formats qu'on doit faire. Il y a une démultiplication des canaux, que ce soit au niveau du social, au niveau sur les sites web, sur les mobiles, sur les télés ou des choses comme ça. Diversité aussi au niveau de ce qu'on veut afficher au niveau des utilisateurs, parce que on est tous différents, puis on appartient à des audiences différentes. Donc les audiences se multiplient, les langues se multiplient aussi et les formats se multiplient. Donc au final, ça fait 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus d'items à pousser. Je suppose, si tu es ici à l'Adobe Summit, c'est que vous utilisez Adobe comme solution pour produire le contenu. Tu m'as dit en off tout à l'heure, vous êtes partenaire. Alors ce matin, on est à midi de la première journée. Il y a déjà eu des annonces. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu une annonce qui t'a marqué ou qui va peut-être changer la manière dont tu travailles avec Adobe? C'est en fait pas forcément une annonce qui va changer, c'est une confirmation qu'on veut trouver les niches où sont les personnes justement pour pouvoir leur pousser cette information-là pour maximiser en fait la conversion. Donc ça fait juste une confirmation que ce que nous on emprunte comme voie, c'est ce qu'il faut. Alors, tu viens de le dire, il faut aller trouver cette niche. Mais avant de trouver cette niche, quels outils vous utilisez plus particulièrement? Alors avant, on utilisait en tant qu'agence de création, on utilisait uniquement des logiciels comme Photoshop, InDesign ou Illustrator. Là maintenant, la game, elle change un petit peu parce qu'on arrive avec des solutions technologiques qui viennent par-dessus cette solution créative-là. Donc avec des API comme Firefly Services, ça nous permet de créer et de connecter toute une sorte d'audience et d'images entre elles, d'informations au niveau structurel, au niveau du contenu qui nous permettent de déployer rapidement des campagnes en maximisant justement le nombre de formats, le nombre de livraisons à faire en termes d'assets publicitaires. Adobe, c'est un acteur qui, comme tu disais, les Photoshop, etc., ça existe depuis plusieurs dizaines d'années. Ils ont pris le virage IA, mais de manière très originale et ils ont créé leur propre sillon. Comment est-ce que vous utilisez l'IA aujourd'hui dans vos process quand vous créez des contenus? Tu vois, il y avait une démo de Gen Studio. C'est un truc que vous utilisez ou pas chez vous? Pas encore, parce que justement, nous, on est vraiment au niveau de la création du contenu et pas au niveau de la livraison en tant que telle, au niveau des achats médias ou des choses comme ça. Donc, il y a tout un pan qu'on fait pas, que Gen Studio est
là pour ça, en fait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est au niveau de Firefly, au niveau de la génération d'images, étant donné que le générateur d'images est utilisé sur du stock photo de Adobe, ça permet d'évacuer le risque que ça soit sur nos assets à nous, mettons pour des clients comme L'Oréal, que ça soit utilisé pour justement fournir la machine. Alors que tout ce qui est DALL-E ou Midjourney s'entraîne sur les items qui ont été générés ou qui ont été donnés à la machine par l'utilisateur. Donc, c'est une crainte en moins pour nos clients quand on leur parle qu'on utilise Firefly pour de la génération d'images. Aujourd'hui, François, est-ce que tu as dû former tes équipes ou est-ce qu'elles arrivent, elles sont déjà formées et elles sont déjà prêtes à utiliser l'intelligence artificielle et les outils avec lesquels vous travaillez? Alors, c'est sûr qu'il y a de la gestion du changement à faire. On est une équipe de 100 et quelques personnes à Montréal et à Toronto. Donc, chacun va à un rythme différent aussi. On a pris le choix d'être partenaire bronze avec Adobe, ce qui nous permet d'avoir un grand accompagnement avec l'équipe de Adobe qui nous forme justement sur ces outils-là et qui nous donne les bonnes pratiques à faire au niveau du prompt ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu attends là de ce Adobe Summit? T'es venu pourquoi? Pour voir les annonces, mais tu pouvais les voir de Montréal et regarder le stream. Il y a des attentes particulières pour toi pour ce summit? Non, tu voulais venir à Vegas parce que c'est cool. Je voulais venir à Vegas, effectivement. C'est la deuxième fois. Hier à 2h du mat en train de jouer là. Non. C'est la deuxième fois, c'est mon deuxième summit, puis c'est électrisant d'être ici. C'est différent, la vibe est différente. On sent vraiment qu'on n'est pas tout seul dans le bateau. On est accompagné. Il y a d'autres personnes qui sont exactement aux mêmes endroits que nous tout autour du monde. Donc, c'est électrisant d'être ici. Moi, je trouve que c'est vraiment passionnant. Puis on revient après 3 jours avec des trucs plein la tête. Donc, c'est différent que de le vivre off-cam. Tu t'es inscrit à quel genre de keynote ou de quel genre de keynote? Principalement pour tout ce qui est Firefly. J'ai vu qu'il y avait des sessions certification et tout ça. Ouais, Firefly. Pour tout ce qui est Firefly puis Gen Studio quand même. Adobe Express aussi qui semble être intéressant pour ce qu'on souhaite faire. Puis on n'est jamais à l'abri d'une bonne rencontre aussi. Donc, ça peut être intéressant. Exactement. Il y a 2 heures littéralement. Et on t'a demandé une photo et puis on est là enregistré. François, une petite question un peu personnelle. Quel genre d'outils tu utilises de la suite Adobe à des fins personnelles? À mes fins personnelles, je suis un très grand testeur, donc je te dirais que tout ce qui est intelligence artificielle, même que ça soit Adobe ou hors Adobe, je suis un touche-à-tout, j'aime ça. Je veux revenir, moi, avec ma direction, avec des décisions qui sont claires et testées et pas aller dans le vague. Donc, je suis pas mal un touche-à-tout. Je te dirais, j'ai commencé à Adobe avec Dreamweaver au niveau de la création de sites. On va avoir le même âge, parce que tu parles de tout ça, c'est le début des... Bah ouais, c'est ça. Ah voilà, moi je suis né en 82, donc voilà, c'est ça. Je suis un petit peu plus vieux encore, mais c'est ça. Non, t'es plus jeune. Ah, je suis plus jeune. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est les Dreamweaver, les Photoshop, Illustrator, exactement. etc. Moi, Macromedia à l'époque, c'est ça. Exactement. Fin des années 90, Flash, c'est ça, exactement. Attends, il y a encore des gens qui utilisent Flash? Non, mais avant, c'est comme ça. On balance des mots-clés de boomer, là. Puis avant, il y avait Publisher aussi, mais qui était comme c'est du côté Microsoft. Donc moi, j'ai baigné un petit peu dans cette chose-là. Puis ça a continué ma mouvance vers la techno. Toi, t'es un mec du digital asset, du content. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Ça se voit, ça s'entend. Quand est-ce que tu rentres à Montréal? Je rentre jeudi. La petite famille commence à me manquer. Ils étaient venus l'an passé, mais là, cette fois-ci, je suis venu tout seul avec quelques collègues. Et moi, j'ai une dernière question. Quel est l'avenir du Canada? De quoi? Quel est l'avenir du Canada? L'avenir du Canada, radieux. Eh ben, on l'espère. Radieux pendant 4 ans et encore plus radieux après 4 ans. Ouais. Non, c'est ça, c'est des défis un petit peu particuliers avec nos amis américains, mais je pense qu'on n'est pas tout seul dans le même bateau, puis l'union fait la force. Donc, exactement. On compte sur l'Europe et la France. On est avec vous, vous êtes nos cousins. Exactement, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci bon salon et merci d'avoir fait l'amitié. Merci beaucoup. Adrien, on a parlé de marketing, de Gen Studio, qui, pour moi, est un produit assez important. Mais toi, il y a vraiment quelque chose qui t'a fait vibrer. C'est toutes ces annonces sur l'IA agentique. Ouais, alors je ne sais pas si ça m'a fait vibrer. En tout cas, je sentais que il allait y avoir beaucoup d'annonces autour de l'IA. Et il y en a eu. On n'a pas du tout été déçus. Du premier jour jusqu'à la fin, il y avait de l'IA partout. Alors, pas que du remix. Il y avait vraiment des nouvelles solutions qui sont arrivées. Et effectivement, il y a eu un positionnement fort d'Adobe autour de l'IA agentique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils ont annoncé des agents autonomes qui vont utiliser les briques de la plateforme Adobe pour répondre à des cas d'usage précis. J'ai beaucoup aimé
aimé parce qu'ils ont été, ça rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure, avec des use cases. On vient ici, oui, il y a des slides, mais il y a également des clients qui sont là pour parler de ce qu'ils ont utilisé, et puis même des démos. Donc, avant de te présenter l'IA agentique, je suis aussi allé voir et on m'a montré comment ça fonctionnait. Donc, vraiment, bravo encore une fois Adobe pour annoncer des choses et puis les montrer en live, un peu à la Apple d'ailleurs. Tu sors de la salle et tout de suite tu peux tout voir. Est prêt. Voilà, c'est ça, c'est prêt, c'est bon, c'est exactement. Et personne n'était au courant. Et tu peux être certifié, t'as vu? Ouais, tu peux passer les certifications. Il y a une dizaine donc d'agents et ça va autour de la donnée, de l'audience, bref, tous les sujets entre le moment où tu vas créer du contenu et le moment où tu vas le vendre. Il y a plein de touchpoints où tu vas avoir des agents. Adrien, parmi cette dizaine d'agents, je pense que tu as tes petits chouchous. J'ai pas très envie que t'en parles. Ah bon? Je parle des mauvais? Non. Ah, moi, je vais en sortir là, comme ça, je vais en piocher et tu vas m'expliquer à quoi ça correspond et ce que ça permet de faire. Allez, le premier, je pioche, roulement de tambour. Site Optimization Agent. What is it? Alors, celui-ci, pour le coup, c'est cool que tu le prennes parce que c'est quelque chose qui est simple à comprendre. Oui, que j'aime bien et qui est très simple à comprendre parce qu'il y en a d'autres qui sont un peu moins proches de mes sujets. C'est quoi? C'est un agent qui va permettre d'optimiser, alors déjà, d'analyser ton site internet d'un point de vue de la perf. Il va détecter les problèmes que tu peux avoir sur ton site et il va te proposer des solutions. Mais ça peut être des erreurs 404, ça peut être un bounce qui est trop important, ça peut être des liens cassés, ça peut être plein de choses techniques, plutôt techniques en termes de perf d'ailleurs, qui se chargent trop rapidement, etc. Et ensuite, il va te proposer des recommandations, des pistes pour pouvoir le fixer. Ouais, alors justement, tu parles de bugs, de choses à fixer. Tout ça, faut pas l'oublier, c'est toujours dans un but de renforcer la customer experience et l'engagement avec le client. Le deuxième, Adrien, que je pioche, Experimentation Agent. Expérimentation, tu as la réponse dans le nom. Ça va faire des expérimentations, ça va permettre de faire des A/B tests. Tu vas pouvoir tester des choses en fonction des rapports. Tu vas pouvoir pousser certaines versions. Ce que j'aime bien, c'est la version un petit peu plus automatisée de ces expérimentations. Et puis, comme on sait, Adobe a énormément de données. Donc, tu vas pouvoir tester en ayant toutes les informations clients avec la CDP notamment, mais en fait, les informations clients qu'on va pouvoir connaître qui naviguent sur ton site. Et puis également les contenus et puis les pages et les offres que tu as sur ton site web. Donc écoute, une solution beaucoup plus simple pour tester, A/B tester, on va dire, et pousser ce qui fonctionne bien. Laetitia, il y en a un, moi, que je vois je suis sûr que c'est ton chouchou, c'est le Content Production Agent. Bah ouais, c'est mon préf, my favorite one. Content Production Agent, c'est celui qui va vraiment aider les équipes marketing et équipes créatives. Faut pas l'oublier, Adobe, c'est quand même ça, c'est de la créa, c'est dans l'ADN. Et ça va aider ces équipes vraiment de passer à l'échelle en générant et en rassemblant automatiquement des contenus sur la base d'un simple brief. C'est magique. Tout ça en respectant les guidelines, les deadlines, tout ce qui a été défini dans le brief partagé par les marques. Bon, on va pas tous les faire. Il y en a 10 et d'ailleurs, fort à parier, parce que j'ai parlé en off avec une personne, qu'il y en a d'autres qui vont être release, qui vont être lancés dans les prochains mois. L'objectif, c'est pas d'en avoir une cinquantaine, mais en tout cas, on sait qu'il y en aura d'autres qui vont être lancés dans les prochains mois. Laetitia, c'est quoi ta conclusion sur, en tout cas, le positionnement, les annonces de l'IA agentique d'Adobe? Écoute, moi, mon avis très fort, c'est que personne ne doutait qu'Adobe allait arriver un jour avec ce genre d'annonce. Maintenant, la différence d'Adobe et sa grande force, c'est de venir avec des use cases. Comme je le disais dans une précédente interview, c'est pas des chimères. Ils viennent avec des use cases. Et surtout, on voit bien qu'ils sont un orchestrateur. Ils sont là pour faciliter la création, la production de contenu via l'IA agentique. Et en fait, j'ai envie de paraphraser ce que tu dis toujours, mais est-ce que c'est pas la suite logique ou le sens de l'histoire d'Adobe? Non, tu me paraphrases, mais justement, je suis pas certain. Pas, là. Non, je sais pas, mais c'est pas aussi évident que ça. Oui, c'est obligé qu'ils se positionnent dessus, parce que tous les acteurs aujourd'hui se positionnent dessus. En fait, l'enjeu, ça va être sur l'adoption, on en parle toujours, mais aussi sur l'ouverture et dans quelle mesure ils vont pouvoir avoir ces agents qui communiquent pas juste avec les informations qui sont chez Adobe, mais qui sont également externes. Et tu pourrais te dire que les infos que tu as... C'est la seconde étape, j'imagine. Ouais, mais après, tu peux te dire, le challenge, ça va être, est-ce que tu as, je sais pas, dans les données de l'entreprise, peut-être que les données qui sont chez Adobe, c'est 1% des données. Alors, sauf si tu es un pure player et que tu fais tout sur Adobe. Mais tu as des magasins, les informations du magasin, il y a plein d'infos que tu as partout. Donc, est-ce que c'est chez Adobe que tu vas avoir ces agents ou est-ce que ça sera des agents externes qui vont récupérer des informations d'Adobe? En tout cas, leur positionnement, c'est on est ouvert, on est extensible, donc on n'a aucun problème pour partager les données et pour travailler avec l'extérieur. Donc ça, c'est très bien. Et je les sens beaucoup moins
enfermé, boîte noire, refermé que d'autres acteurs sur le marché. En tout cas, je ne sais pas si c'est juste un discours marketing, mais je les sens beaucoup plus ouverts. J'ai l'impression quand même qu'Adobe est plus mature et en tout cas, ils sont beaucoup plus modernes là-dessus et qu'ils sont complètement ouverts pour communiquer leurs données, pour partager leurs données avec des acteurs externes. Donc, bon positionnement, c'est une première étape. Ils ne sont pas dans la full autonomie parce que, et ça, je suis complètement, alors ça c'est mon avis très très personnel sur l'agentique. Je pense que l'adoption sera un frein si c'est une boîte noire et si on laisse tout faire n'importe comment. Et là, ils disent non, on te fait une proposition et ensuite c'est toujours le client, la marque qui va devoir décider quelle est la version d'A/B test ou quelle est l'action qu'on performe. Parce que si on va jusqu'au bout de l'agentique, il décide tout pour lui-même, il auto-apprend, il s'auto-améliore, etc. Donc, comme première annonce ou première étape, ça va évoluer bien sûr. Je trouve que c'est hyper pragmatique, donc plutôt bien. Alors, dans la foulée de ces grandes annonces sur l'IA agentique, Adobe a dévoilé Brand Concierge. C'est un nouvel agent qui est centré sur la marque et qui est destiné à remplacer petit à petit, progressivement, les chatbots transactionnels traditionnels, ceux qui sont un peu à l'ancienne. Alors, Brand Concierge, ça offre des expériences clients enrichies, ultra personnalisées, grâce notamment à l'exploitation des attributs spécifiques des marques et des données clients. C'est intégré directement à Adobe Experience Platform Agent Orchestrator. C'est vraiment la plateforme d'orchestration d'IA agentique d'Adobe. Et Brand Concierge, ça va donc permettre cette interaction multimodale, donc du texte, du voix, des images, pour guider le consommateur depuis sa phase d'exploration, donc depuis sa phase de recherche, jusqu'à la prise de décision d'achat. La prise de décision d'achat, quand je mets dans mon panier, et puis jusqu'au moment où on va nous proposer des recommandations pertinentes, ultra personnalisé, et puis ça va intégrer des comparatifs de produits. Justement, Laetitia, ce Brand Concierge, on en a parlé avec Lonnie Stark. Alors, Lonnie Stark, on est hyper content de réussir à l'avoir au micro. C'est peut-être la numéro 3 de la boîte, tout simplement. Elle est responsable de la stratégie des produits chez Adobe. Elle est là depuis très longtemps et elle a passé 15 minutes à répondre à nos questions. On était super contents. On aurait pu parler pendant 3 heures. Elle était adorable durant l'enregistrement et même en dehors. Donc, je te propose qu'on l'écoute tout de suite. And we are here today with Lonnie from Adobe. Hi, Lonnie. How are you? Hi. Hello, Lonnie. Great to be talking to you. Mm-hmm. We are very happy to have you. So please, can you introduce yourself? Sure. I am VP of Product and Strategy for Adobe. And what that means is I really think about where brands want to go with commerce experiences and make sure we build products that are innovative to help them with solutions. We are on the afternoon of the second day, so we had tons of announcements. It was very exciting to be here. We discussed a couple of things, so maybe we can start with one of the big announcements you had around the concierge, right? And we'll talk about others because there are so many. All of them are important. Can you go through what is concierge, where it comes from, and what's your view on this solution? Yeah, well, one of the things that we're focused on is how do we help companies really deliver the best personalized customer experience. And as you look around with agentic AI, with conversations like OpenAI Operator and Perplexity, there was this view that brands will need to start to deliver much more personalized, interactive experiences. But they want these experiences to be known for the brand's products, the brand's voice. And so Concierge was really born from that. And what it is a product that allows for companies to build a concierge for their customers. So whether it's a consumer or a business. And the area we're focused on to start off with is product discovery and consideration. I love the name concierge, actually. When you announced the name yesterday, I was like, yeah, it makes sense. This is just what you explained. So you need to not assist, but you need to be there for the brands and also to the final customer. So, yeah. There's just so much information out there, and it's confusing sometimes when consumers go on the site and they don't know where to go or how to search. It's going to be great for them to say what their problem is or what they're looking for in their own language. And be able to get the information they need and for it to take actions. How do you differentiate concierge to a regular chatbot that you could have on a website? Yeah, that's a great question. And that was one of the things we asked ourselves. We did a poll just among ourselves and we said, I don't know of a person who really enjoys a chatbot.
right? And in fact, we only use them when we don't want to get on a phone and wait to talk to somebody. We fundamentally believe there are 3 reasons why nobody likes using a chatbot, which is different with Brand Concierge. The first is that chatbots are very prescriptive. It's almost like a quiz. You have to answer questions. We did quizzes in schools. Nobody liked it. We don't want to do it when we're shopping, right? And so Concierge is really more open-ended. The customer, we recommend that there's some questions they could ask, but they're able to ask whatever they want. So the consumer is in charge. The second thing is that the chatbots are very impersonal. They're very transactional. They ask you a question and they know nothing about you. A lot of the brands we work with have collected with consent information about their customers so they can serve them better. Things like preferences, where do you want to sit on a plane, or what colors do you like? And so Concierge taps into that customer profile. So it's personal. So it feels like it's over time, it's like your friend, right? It understands you. The third is chatbots are text-based. Usually when we're shopping or we're looking at things, we like the visual, we like images, we like videos, and brands want that as well because it's inspirational. When we are planning a trip, we don't want just words describing it. We want the image of where we're going. And so Concierge is also multimodal. So we can respond with visuals, with images. And that part has been really interesting in our consumer research, but also for merchandisers and CMOs, because they are like, wow, this is another canvas for me to drive brand engagement, communicate with my consumers. So speaking about your customers, yesterday was the announcement of Brand Concierge. So are they happy with that? Did they come to you and say, hey, this is amazing. I want to implement that right now because this is the revolution, actually, because this is just more than a chatbot. Yeah, we've got a lot of excitement around it. In fact, we have a demo in the community pavilion, and I've checked with the team, right, who are very excited to demo. Actually, people were queuing for a demo. Yeah, exactly. Yeah. They were queuing for it, and they were excited. And I think when you see it, like people ask a question, when you see it, you get to understand where we are with it. But I do think that, we announced it, right? We're still in I call it the dial-up stage of the internet. And what I mean by that is I'm old enough to remember when you want to get on the internet, it was beep, beep. And then maybe you don't remember. No, I do remember. Yeah, that sound. Yeah. Yes. And back then, I would have never imagined that there's social gaming, that people are streaming, 1080p, full surround sound movies. And so when I say we're in the dial-up stage of this technology, saying we're doing this, but over time, our vision at Adobe is that the site becomes the conversation. And it doesn't have to just be the website, it could be anywhere, but this idea that the conversation becomes a visual language that the concierge has that's inspirational and not just text that's limited to a little corner part of a screen. And actually, this is a creative DNA of Adobe, being very visual and design. Yeah, it's another canvas. We were pioneers in really taking printed output even to be visual, and then websites and mobile and social. And now it's a whole new canvas of creativity for marketers and for creatives. You made a ton of announcements. We had more than 330 sessions during the last 2 days, right? But in commerce, it was very interesting. Can you maybe share one or two of the announcements that you really like in commerce? Yeah. Well, I think that, first of all, we were talking about Brand Concierge. The people that are going to be interested in is the first end of the commerce piece. I think the other is something we've called Adobe Commerce Optimizer. And when if you look at across the whole experience cloud, we have the marketing elements. And a big challenge that when we talk to companies that have commerce is they get a lot of the transactional pieces. That part they have figured out. But there's so much possibility on the front end to really thinking about how do we make product description pages truly personalized? What kind of content can feed into that? So the Adobe Commerce Optimizer addresses that part of the need of really reimagining the commerce storefront experience.
The other announcement I'll bring up is, I think, what we're just doing across the board with Gen Studio, right? And showing all the way from Firefly and all the generative capabilities. And why that's important, if, as a commerce person, is when we're trying to differentiate in a world of all this noise, products that are becoming commoditized. We know that the closer we can show that product to what the customer is looking for. Like, I want hiking shoes. It's not just the shoes. It's in the forest. It's in the forest in their location. The more there is a connection that problem I have to the solution, the more customers are willing to pay a premium because it solves their problem much more profoundly. And all of the technologies we have around Gen Studio starts to deliver that part of the content needed for that personalization. So you're a kind of content problem solver. In merchandising. Commerce is a lot of it in the digital world is about merchandising content. I have a feeling that for this summit, you have you reach the point where the solutions are integrated, right? And they communicate. I love in every session I had about commerce, you were talking about Gen Studio, about the content factory, how you create content, how you can manage the content, also agentic and so on. So do you feel that in 2025, you have a kind of unified platform and you have everything to help brands to produce content on from the beginning to selling it? Yes, I think we're finally... there's been a lot of work I had a product, so there's been a lot of work behind the scenes, but I think that 2025 is a year where our customers, the industry, will see our vision of where we think next generation commerce will go. And I think the announcement around cloud service and all that is just to make sure the upgrades and all that are in place so that we can spend our time really connecting marketing and commerce and merchandising and doing that part of it. Because I think we've done a lot, Adobe and the market around digital marketing, things are beautiful. But when you get to a shopping experience, it still looks like, there's a lot more imagination that can go into it. One of the announcements that you made, I think maybe we were the only one overexcited with this, is the move to the full SaaS platform, right? It's a very big thing. I mean, myself, when I heard about this, I said, wow, that's a big thing. I don't know if everyone understood how big it is and what it means for Adobe to have a full SaaS, native SaaS, multi-tenant solution. So I would love to hear, the thought process internally to move from PaaS to SaaS. You will still have both, but it's a big investment. And what's your direction? Where are you going with this? Was it easy to pass from PaaS to SaaS, actually? Well, no, but I love hard problems, and I'm so proud of what the team has done. And thank you for that recognition. I think it is important for folks to know because we have a lot of customers. We continue to offer PaaS, but there is a SaaS, and the rationale for that is a big part of what our customers and also others are. It's like, there are so many things they need to do. I do not know a commerce customer, right? And they're using anything that says, I have plenty of free time in a day. And one of the things they want to spend less time doing is on upgrades, on total cost of ownership, on just maintaining that platform. At the same time, we want to accelerate our innovations and features. And we were getting frustrated that some of our customers that couldn't find the time to upgrade weren't able to get those innovations. So that really drove our motivation, right, to do the efforts necessary to move and offer a SaaS offering. And we had started down that path already with PaaS and SaaS to have an API first way of extensibility. We've also been working with our community of extensions to make sure that we have those. So I love that we actually at Summit had an Appy Hour where some of the early ones that have built their extensions. But for the entire community, I think just also, building out those extensions apps so that we can continue that journey. And I think there's so much we want to do with Concierge, with Commerce Optimizer for that experience. We want everything else to be easier, and we want as Adobe to take care of it for our customers. Loni, where do you think we are going with Agent? What's the future with Agent? We have announced a lot around agents, but I'll say the thing that I'm really excited about is we've made the definition at Adobe that agents are something that understands humans' intent
be able to plan and reason, and then be able to autonomously do something, take action. And why I think that's really exciting is for as long as I've been in the industry and computers have been around, humans have had to cater to the machine, right? We've had to enter search queries into a shopping area in the way like, what would the machine express it as? And for the first time, we're able to now communicate with computers and machines more like humans. And I think that is very exciting for what it means around shopping, around experiences. So I think it's going to be another... a new area, yeah. Yeah, new area. Lonnie, we are at the end of the interview. I have a very important question. Can you talk about dogs? What do you know about dogs? They're cute. They're cuddly and they reduce stress. That's very good. Do you design dogs with Firefly? You can actually. You can. Yes. Now, thank you very much for your time, Lonnie. Thank you for taking the time to share all those insights. Thanks for the invitation at this summit, and hopefully see you next year. And congratulations again from you for all the team on the work that you did. This is very impressive. And next year with, I don't know, like 100 agents. More than 10. Only the ones necessary. We won't become agent managers, but thank you for inviting me and the great questions, and just really appreciate your understanding the significance of what we've been doing in commerce. Yeah. Bye-bye. Thank you. Alors Adrien, là on a parlé de ces 3 jours de folie et toutes ces grandes annonces, mais vous le savez bien, en dehors de ces grands événements, il y a les off, il y a les soirées en dehors, mais il y a aussi les discussions en dehors et il y a aussi les partenaires que l'on peut rencontrer sur le pavillon. Adrien, les off du Summit, tu as rencontré qui ? Ben écoute, comme tu l'as dit sur le pavillon, il y avait une centaine de sponsors, de partenaires qui étaient là. J'en ai rencontré un paquet, mais peut-être celui qui m'a vraiment plu, c'est TikTok Shop, enfin TikTok, donc qui juste au moment où je suis arrivé faisait une mini conférence sur TikTok Shop. Malheureusement, t'étais pas là. Je pense que tu aurais pris le micro et c'est toi qui aurais animé la conférence si tu avais été là. En tout cas, il y a une slide qui m'a beaucoup plu. C'est celle où on peut avoir l'idée de que TikTok c'est simplement pour la découvrabilité des produits, et en fait non, ça va bien plus loin. Enfin, ceux qui n'ont pas compris, de toute façon, ils sont restés bloqués en 2020 ou je sais pas quand. La considération et même l'acte d'achat, il est plus du tout à démontrer, et s'il est à démontrer, il y a plein d'études qui commencent qui pop, et vous voyez quand on voit le succès de TikTok Shop, de toute façon il faut simplement regarder leur croissance pour se rendre compte qu'il se passe quelque chose en termes de social commerce. Donc ravi de voir que TikTok avait son stand lors du Adobe Summit, et puis la mini conférence qu'ils ont fait sur le commerce, ça fait que confirmer que TikTok Shop, oui, c'est là, et ça doit s'intégrer dans la strate pour les grands retailers et les grandes marques. Adrien, je suis vraiment ravie de voir qu'enfin, TikTok n'est pas toléré, mais vraiment à sa place, sa grande place sur des événements majeurs comme l'Adobe Summit. Moi, je me souviens d'événements que j'ai pu faire sur du marketing notamment, et on voyait vraiment la place du social commerce reléguée tout au fond. Voilà, là, non, pas du tout. On voit bien que tout ce qu'on vous a raconté autour notamment de la création de contenu, la diffusion de contenu, la gestion des campagnes, mais aussi du commerce et l'optimisation du commerce, TikTok Shop représente tout ce qu'on a dit là auparavant. Et les chiffres, ils sont assez, c'est même pas florissant, ils sont assez impactants. Et on sait qu'il y a la deadline du 5 avril pour TikTok. Alors j'ai lu que TikTok n'était finalement pas très inquiet et qu'il y avait aux États-Unis 2500 postes qui étaient encore ouverts. Donc si d'aucuns doutaient de la puissance de cette plateforme, je ne sais plus quoi faire. C'est pour ça que tu t'es absenté, ça, tu passais un entretien avec eux. Exactement. Voilà, pour les postes ouverts. Je ne vais pas te demander quel poste, mais voilà. Gestion des live shopping, je peux entrer un truc comme ça. Ça pourrait être pas mal. Les off, Laetitia, c'était aussi les insiders. C'est quoi ça, les insiders? Les insiders, c'est une quinzaine de influenceurs / analystes de l'écosystème, pas Adobe, mais de l'écosystème du contenu, du marketing, du digital et du commerce qui étaient présents lors de ce summit. Et nous, on a eu la chance, 1, d'en faire partie, et 2, de pouvoir échanger avec certains d'entre eux. Et nous avons discuté avec Nathalie. Nathalie, elle va se présenter, mais c'est juste une immense figure du content aux États-Unis.
And we are here today with Natalie Nixon. Thank you, Natalie. How Thank are you for having me. I'm great. It's good to be here. Hello, Natalie. It's good to have you with us. So, Natalie, can you tell us who you are and what you're doing here at the Adobe Summit? Great. So I am a creativity strategist, which means that I help people, organizations, catalyze creativity's ROI. My perspective is that creativity is not a nice to have, it's a must have. It's the engine for innovation. My perspective is also that it's not only artists and designers who are creative, but that the best engineers and scientists and teachers and plumbers, etc., are super creative when they, as my wonder rigor theory says, are toggling between wonder and rigor to solve problems. I'm the CEO of Figure 8 Thinking, and I live in Philadelphia. Natalie, it's funny because yesterday we were sitting together during the keynote, and the word creativity was mentioned a lot of time, right? So during the last 2 days at Adobe, we heard creativity. So Adobe made a lot of announcements around their platform, their technology. What's your view on this? You know, how technology can bring creativity? Well, I'm really happy to hear the ways that Adobe is amplifying the word creativity, the ways that they are connecting the dots between creativity and technology. My perspective is that I'm what I like to consider myself an optimistic pragmatist about the technology. I think that if we are intentional about it, the opportunity is it can amplify what makes us uniquely human. So while in an incredible conference like Adobe, we're seeing all these advancements in AI and agentic AI and Gen AI, et cetera, it feels like we're in the middle of a technology revolution. My point of view is actually we're in the middle of a human revolution. And I say that because as we learn to adapt to all these technologies that can help us get to an answer more quickly, that can help us get our work done in faster and more efficient ways, so what? You know, what happens after that? And for me, the so what is it provides spaciousness. It provides opportunities for us to connect one-to-one as humans. And that's going to require us to step away from the technology a bit and be more self-aware and curious about each other. Natalie, how do your customer react when you said that to them about technology and revolution and human revolution? Really, they have an aha moment because I think we have not been framing it in that way, right? I like to call it, we have a tech crush. We're infatuated with the technology. And I get it. I'm infatuated with it as well. There's a lot that I've been learning. But to understand, to reframe it as really it giving us the opportunity to explore new ways to be human, humans interacting with one another, our levels of human consciousness, really tap into the emotional dimensions of who we are as people is something that I think is a bit of a relief for people. I think people are looking forward to organizations that are designed to do what I call inside out work, where they're as curious about who we are as people as they are about our work product. And the fact is, the technology will be doing the work product quite well. Don't you see that with technology, especially during the last years, with the Gen AI, we have less authenticity, we have everyone is doing kind of the same thing, and it's kind of we lose creativity. You said that you are optimistic, so probably you don't believe this, but that's why I'm asking. And emotion as well. Yeah. So I actually think that creativity loves constraints. And when we begin to see kind of this copy paste behavior or cut paste behavior, I think for those of us who are more curious, it will prompt us to figure out how can I distinguish myself in more unique, more differentiated ways. So if we're really using the technology as a launch pad, as a place to start, I mean, do you really want to look like everybody else? Do you want to sound like everybody else? I mean, most of us do not. So it actually can provide an opportunity for us to be more distinctive. Natalie, how do you use Gen AI and what's the name of the Gen AI you use? So the Gen AI I like to use is everything from audio transcription services. So for example, I love Otter. Because the way I'm a very oral person, I absorb information and learning through sound. And even when I'm writing, I find that if I'm taking a walk and I just do a mind dump dictation
into my phone, that helps me later to go back to it and then make sense of it, sort and sift through it. So Otter app is something that I love. I love just even on, I have an iPhone. I love that I can dictate a text message or a quick email. So I love those capabilities. I use ChatGPT. I use Claude. I use Notebook LM. So for example, what kind of content do you produce with that? So exactly. My second book is a book called The Creativity Leap, Unleash Curiosity, Improvisation, and Intuition at Work. And just for kicks, I put the PDF of my book into Notebook LM and asked it to create a 12-module course that included discussion questions and some summaries and maybe 2 worksheets and like 4.7 seconds. It produced something that, wasn't bad. It was impressive. And I'm a person who, I was a professor for 16 years. And in my 20s, I was a middle school English teacher. So I have a background in curriculum development and education. And like, how do you deconstruct big ideas into smaller parts so that people can learn them? And so I was really impressed with the way that Notebook LM can do that. And I also like that Notebook LM is a closed loop system. Unlike ChatGPT or Claude, where it's kind of going out to the ethers. You provide a document. Can you just look in your pocket? You have your crystal ball. Where are we going? Where are we going towards, in terms of creativity in the next years or so? You talked about revolution, about a leap. Where is it going? So in my optimistic perspective, if we're more intentional, we will redesign education so that we will be increasing the level of curiosity that we want young people to embrace. We will, because we will be able to arrive at answers more quickly, we will hopefully, again, this is very optimistic, embrace ambiguity. So much of the conversations are about certainty and clarity, and I can make this decision. The truth of the matter is life is full of ambiguity. And once we can master some of these quicker tasks, how can we reorient ourselves to sit with the ambiguity, to sit with the liminal space, to understand that actually when each of us looks back on our lives, it's when we were in the fog that was the verge of the greatest discovery. So that's my most optimistic perspective. My caution, of course, is that all the things we were all aware of, cybersecurity, privacy issues, the mimicking that you all have already pointed out that can happen. So I think we have to be very intentional so that we can use this to our best human advantage. Okay, thank you very much, Natalie. So we are nearly at springtime, spring break maybe. So what are your plans for this time? So 2 things I would love to share. One is I recently 2 years ago, discovered about myself that I love open water swimming. And I did my first open water swim holiday in Greece, in Crete, and it was life-changing. And I came home and said, I will treat myself to this once a year. I said this to my husband, John. My second experience was in November of 2024 in the island of Nevis in the Caribbean. And my third one is going to be this spring in Costa Rica. And so swimming, speaking of how we can tap into what makes us uniquely human, swimming for me helps me to tap into the default mode network of my brain, to get out of my head into my body. And I find that it helps me to be more cognitively sharp. And then the other thing I like to share that I'm really excited about is my third book comes out, not in the spring, September. And it's a book called Move, Think, Rest, Redefining Productivity and Our Relationship with Time. And so it's a book about redesigning work so that we have a more human-centered operating system to flourish. So I'd love your listeners to check out that book. It's available for pre-order right now. Okay, just send us the link. And, I will do. Thank you. Thank you very much. Natalie, you are like, you have like 10 lives. Yeah, yesterday we discussed you are like you're a ballroom dancer. Exactly, you're a professional dancer. You used to be a teacher. You're a teacher. You have like, this is great. You are a speaker. You are an author. You have so many things. It's impressive. So that's very interesting. You're a swimmer. Even the name of your book about resting, I'm curious to see when do you rest and so on. But I guess I will have to read the book. Well, so you guys know I rest because we were out last night. Yes, dinner. I'm going to go back. In Vegas, stay in Vegas, right? But no, thank you very much, Natalie. We'll put your LinkedIn profile and of course all the links to know more about you. Thanks a lot for your time and enjoy the rest of the summit. Thank you very much, Natalie. Thank you so much for having me. Eh bien, ça y est, l'Adobe Summit, c'est terminé.
Adrien, je pense que tu as une belle conclusion à nous partager. Ah, je sais pas si elle est belle. En tout cas, elle est authentique. Ça, oui. Bon, moi, j'avais noté 2-3 choses. Bon, déjà, je suis ravi d'avoir assisté à ça. Enfin, quand tu es passionné d'e-commerce et que tu te retrouves à l'Adobe Summit, c'est la première fois pour nous. Je sais pas si on l'a dit, mais c'est la première, enfin, pas première fois à Vegas, mais en tout cas, première fois qu'on a invité à Adobe Summit et qu'on y assiste. Donc, c'est canon. Il y a toujours le truc où si j'avais été en France, certainement, j'aurais vu ça de loin. Je me serais dit, c'est beaucoup d'annonces marketing. Le fait d'avoir été ici, d'avoir vu les annonces, d'avoir rencontré les équipes, de les avoir challengés, d'avoir vu la démo, d'avoir posé des questions en one-to-one où ils me répondent et je vois ce que ça fonctionne. Franchement, moi, je suis optimiste. Je veux y croire. Surtout les annonces. Il y a eu un paquet d'annonces qu'on n'a même pas évoquées ici. Adobe qui se met en SaaS sur la partie commerce. Enfin, il y a 50 000 annonces qu'on n'a pas faites. On a décidé d'en choisir, d'en garder quelques-unes. En tout cas, mon point, c'est que le marché, il a besoin de se renouveler. Le marché du commerce en France, à l'international, il a besoin de se renouveler. Il a besoin de nouveaux acteurs ou d'acteurs innovants qui repoussent les limites et qui font des nouvelles choses. Donc là-dessus, je suis très content. Je vois aussi que le commerce, il est intégré avec toutes les briques de l'Adobe, de la plateforme Adobe. Je suis pas aussi expert que toi de toutes les briques Adobe, mais je vois de l'IA, du GenAI un petit peu partout. Alors, mais il n'y a pas que de l'IA, c'est toutes les différentes briques de création de contenu, de workflow. Ils sont intégrés. Et finalement, ça donne quelque chose qui est beaucoup plus, qui donne beaucoup plus sens au mot plateforme, plus que j'utilise une brique. Non, tu as une plateforme, c'est intégré et tout communique. Et enfin, la dernière chose que j'avais, c'était les dernières minutes, mais littéralement, je crois que c'est les 5 dernières minutes avant qu'on parte. Ils font une petite conférence qui s'appelle Sneak, où ils dévoilent des petites choses qui vont arriver. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait rien qui m'intéressait là-dedans. Il y avait quand même une star qui était là. Ça, je ne la connaissais même pas. Alors, tout le monde a applaudi, s'est levé, a c'est crié. les Américains. J'étais comme ça, je lui dis c'est qui? Alors vas-y, Laetitia, c'était qui? C'est Monsieur Shaw dans Very Bad Trip. Il était là pour faire le show, justement. Et franchement, bah ouais, comme tu le dis, tous les Américains étaient. Bon, je sais pas, c'est comme si nous, on avait. Je sais pas, Kian Kojandi qui était là. Non, plus. Mais non, un truc du jardin ou je sais pas quoi, non. Ouais, oui, t'as raison. Quoique c'était seconde zone, donc non. Non, t'as raison, c'est peut-être pas un premier. Non, si, il est hyper connu. Mais pas hyper, hyper connu, mais c'est pas Tom Cruise, quoi. Enfin, non, il est très connu dans les seconds rôles. Ah oui, voilà, et en plus, là, il jouait vraiment le rôle de Mr. Cho dans Very Bad Trip. Oui, puis ils ont fait le truc. Pour ça, on s'en fout. Évidemment, vous imaginez mais bien. en tout cas, quand il est arrivé, il y a eu des annonces de nouvelles choses qui arrivent et j'ai été bluffé par. Alors, je sais même pas comment ça s'appelle, donc je vais le décrire avec mes mots. Mais le truc, c'est tu vas voir quelque chose dans tes données. Tu vas voir par exemple qu'il y a eu ton taux de conversion a baissé de 5%. On va prendre cet exemple. Et tu vas le voir. Donc déjà l'outil va te dire attention, là il s'est passé quelque chose par rapport aux autres semaines, par rapport aux autres mois, etc. Il y a une anomalie. Et tu vas pouvoir lui demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Donc le why. Et alors il y a plein d'outils qui essaient de faire ça, des Content Square, des machins. Il y a 50 milliards d'outils qui essaient sur le marché. Adobe, la démo qui a été faite, c'est que tu vas pouvoir charger en RAG, tu vas pouvoir charger plein de documents et ensuite il va tout ingérer et il va pouvoir te donner des pistes de réponse. Et j'ai beaucoup aimé parce que dans l'exemple qu'il nous proposait, il disait il y avait un concert à ce moment-là, donc les gens étaient moins présents. 2, la météo, il faisait ça, je sais pas quoi. Et 3, l'économie, en ce moment, le dollar est tombé, etc. Bon, l'exemple, c'est l'exemple et je suis tellement content de voir ça parce que on ouvre ça vraiment. permet, tu sais, quand tu fais tes réunions où chacun a son avis. Chacun a son avis, là, en fait, non, là, c'est tangible. C'est pas, non, mais je pense que oui. Chacun pense quelque chose, mais après, il faut le vérifier. Il faut le vérifier. Et là, il y a de la data. Il y a des chiffres. Après, quelle data, il faudra voir, mais je trouve que le use case. Mais le use case, t'as raison, mais vraiment. Moi, j'étais bluffé, je t'ai trouvé canon. Laetitia, c'est quoi ta conclusion de ces 3 jours? Ma conclusion, bien, c'est que ça y est, Adobe arrive enfin sur le terrain. Pas de l'IA, mais de l'IA agentique. Jusqu'à présent, il y avait très peu de partenaires qui pouvaient se targuer d'avoir autant de use case et une vision. Parce qu'Adobe a une vraie vision, tu le disais. Alors là, ils arrivent avec 10 agents, mais ils vont pas en faire 300 000. Ils sont assez pragmatiques et c'est le mot vraiment que tu emploies tout le temps. Et c'est plutôt bien. Moi, j'ai le sentiment que seuls les meilleurs pourront être dans cette course. L'autre chose que j'ai bien aimé, et ça n'a pas été dit comme ça, mais moi je le reformule comme ça, c'est vraiment cet éditeur à la réputation fermée qui s'ouvre et qui se met dans le commerce composable, le vrai, notamment avec Optimizer, mais toujours avec cette optique d'expérience client qui est assez évidente et qui est clé. Et puis les people quand même. Je pense qu'Adobe parle toujours de ses équipes ou des équipes à qui elle s'adresse. Les agences, quand elles
utilisent les suites studio. Mais ça a une place majeure chez Adobe. L'adoption, pour eux, elle passe d'abord par leurs équipes, par leurs clients. Et puis, c'est logique. Et on se rend bien compte que l'adoption de tous les produits là dont on vous a parlé, c'est pas juste des effets d'annonce, c'est déjà amorcé, c'est déjà expérimenté. T'en parlais avec Coca-Cola. Et ça, c'est vraiment un avantage concurrentiel. Et puis, mon dernier point, c'est de dire que tout ce qu'on nous a présenté là, tu vois, dans les sneak peeks à la fin, c'est pas le futur. Chez Adobe, c'est déjà là, c'est déjà en place. Et ça arrive. Et c'est pas que ça arrive, c'est que demain, tu peux déjà l'utiliser. C'est pas qu'ils nous font pas rêver, mais en fait, ils nous font rêver pas du futur, mais du moment présent. Et voilà, c'est la fin de cet épisode spécial Adobe Summit 2025. Adrien, t'es content? T'es heureux? Heureux, c'est un grand mot, mais content. Non, très très content. Mais je pensais que tu allais me demander est-ce que j'allais revenir. Et moi, c'est bon, j'ai l'adresse. On a l'adresse. Et toi, tu reviens ou pas? Bien évidemment que je reviens. Même si je suis pas invité. Mais même si j'ai pas de licence, je reviens. De licence Adobe. On fait les faux badges et on revient ici. Adrien, c'est bizarre, t'as pas parlé de l'organisation, si, un petit peu quand même. Mais t'as pas parlé d'une chose majeure, centrale pour toi, la nourriture et les goodies. On n'avait pas. Non, mais pour la nourriture, pour le coup, on n'avait pas le temps. Parce qu'en fait, 330 conférences, il y avait les confs tout le temps. Ça commence à 8h. Et puis, moi, je fais mon robot, mais je me dis, si on met, si on met 12h, 20h pour venir ici, c'est pas pour aller bouffer. Donc, on courait partout dans les confs. Voilà. À parler, qui veut travailler avec Adrien? Personne. Voilà. Il y a une fille d'Adobe qui vient voir le premier jour. Elle dit, Adrien, tu veux quoi? Tu veux manger de ça? Non, juste des confs. Donne-moi des confs et du contenu. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Et m'a regardé, ok, je vois le spécimen. Au bout de 3 jours, elle avait compris. Coucou à toi, Virginie. C'est la fin. Et toi, t'as kiffé ou pas? Oui, moi j'ai adoré. Et très frustrant parce qu'on ne peut pas assister à l'ensemble des sessions, donc il faut vraiment. On prépare toujours en amont, mais tout va très vite. Et si nous-mêmes après on veut créer du contenu, il faut qu'on soit équipé avec toutes les solutions Adobe. Ouais, on va essayer de gérer des licences, en tout cas pour la production de contenu. Non, moi hyper enthousiaste, je suis super content. On est au cœur du réacteur, on est passionné par l'e-commerce. Il y avait du commerce partout, même pas que du commerce en fait, c'est de l'expérience client et finalement c'est ça. Mais moi je peux le dire au micro, en fait, c'est même pas la partie commerce qui m'a passionné. Ouais, c'est tout le reste. Et puis ça nous a permis de mettre à jour aussi sur tout ce que fait ça m'a détourné du commerce à toutes les autres annonces. On va renommer à la rentrée le podcast le café de l'expérience client, peut-être un truc comme ça, ou le café du contenu, ou le contenu de l'e-commerce. Ouais, j'adore. Bon, on verra bien ça, on va faire un codir et puis on verra bien. En tout cas, merci à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode normal. Je crois qu'il n'y a pas eu trop de news commerce ici, pendant qu'on n'était pas là, donc c'est bien, tout le monde a été sage et on fait la revue de presse habituelle la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Moïse, t'as vu le sondage sur le WhatsApp là? Non, pas du tout. Alors vas-y, je t'explique le truc. J'ai demandé ce matin, j'ai demandé il y a 3 jours. Non, mais c'est pas un sondage sur le commerce là. Non, c'est on est à Vegas, c'est vous qui décidez. On mise un seul jeton, le rouge, le noir ou le vert pour jouer au casino. Alors c'est un casino américain, j'aurais dû le préciser parce qu'il n'y a aucune chance de faire du vert. Pourtant il y a plein de personnes qui ont répondu le vert. Enfin il y a 5% de gagner le vert. En tout cas du rouge et du noir. Et tu peux pas miser. C'est la minimum de mise. Je t'ai expliqué, c'était $25. Non, mais c'est pas vrai. Il y a des tables de tout. Faut aller dans d'autres casinos. Non, je t'assure. Je sais pas que ça va. Voilà, non, mais exactement. En tout cas, attends, du coup, la réponse est noire, mais c'était serré avec le rouge. Donc, on a une majorité de noir. Donc, il va falloir qu'on mise le noir. Et ensuite, sur les montants, j'ai demandé on mise combien. J'ai commencé de $1 à $500, mais en rigolant. Je me dis, les gens, ils vont mettre 1,5 parce qu'on est contre le jeu et tout ça. Et non, ils nous ont eu parce que la majorité, c'est $100. Donc, il va falloir sortir. Ouais, il va falloir casser les économies. Jamais de la life. Pas jamais. C'est la communauté. J'aime pas le casino. L'amour de la communauté. C'est la communauté qui a décidé. Mais tu sais ce qu'on fait avec $100 ici? Bon, on fait rien. Justement, on fait rien du tout. Donc, non, on va jouer ça. On va le faire juste après là et on va enregistrer ça, on va l'envoyer dans le groupe WhatsApp. Si on gagne, on a dit, je l'ai décidé, on va tout reverser à la communauté. Ouais, ça va pas. $100, tu peux gagner $200. Donc bon, avec $200, ils sont quoi? Ils sont 1200, ça fait pas beaucoup par personne. On fait un Lydia. Non, il faudrait faire un petit truc je sais pas ce qu'on ferait. On fait un cadeau. Ouais, il faudrait un cadeau mais qui puisse bénéficier à tout le monde. Ouais, et ça se trouve on va perdre. Il y a 40% de chance, 55% de chance qu'on perd. Moi je perds pas de $100 juste comme ça, juste parce que t'as fait un Vegas
bah, je jouerai mon argent alors. L'argent que j'ai pas. Je jouerai l'argent du Pôle emploi alors, c'est ça. Exactement. Et après, je vais me faire un redressement et puis on me dire de rembourser. Bon, on verra ça, mais en tout cas, bien rigolo. Non, on ne joue pas. Ça pue la clope. Bon, bref, on va pas parler de ça. Non, au Vénitienne, ça va. Ouais, par rapport à d'autres. C'est pas le Luxor dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, on vous tiendra au courant. Si jamais on n'est plus là, c'est qu'on est à l'autre bout du monde en train de profiter de la money, de la Casini. Et si on est là la semaine prochaine, c'est que non, malheureusement, on continue. On retourne à la maison. Allez, à la semaine prochaine, tout le monde.